Passé-Présent, le rendez-vous d'histoire, des passionnés d'histoire de TV Liberté. C'est l'émission de Philippe Conrad. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, nous repartirons tout d'abord un peu plus d'un siècle en arrière, puisque je vous parlerai de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui retint tout à fait l'attention de l'opinion française en ce début du XXe siècle. Et puis ensuite, Catherine nous racontera l'histoire étonnante du lion de Belfort, qui a symbolisé la résistance de cette place au cours de la guerre de 1870-71. Et puis, enfin, nous recevrons Yves Morel, qui nous parlera de son dernier ouvrage consacré à l'école de la République. Oui, car c'est un spécialiste de l'histoire de l'éducation. Alors, tout d'abord, cette guerre russo-japonaise de 1904-1905, il convient de rappeler qu'elle se termina sur une surprise totale. Personne n'aurait parié l'éventualité d'une victoire du Japon, du Roquet japonais contre l'ours russe, et pourtant c'est ce qui advint à la grande surprise des puissances. Ce fut un véritable coup de tonnerre dans le paysage international de l'époque, et donc il est intéressant de revenir sur cet événement. Il faut tout d'abord remonter en arrière à 1868 exactement, qui marque le début de ce que l'on appelle l'ère des Meiji au Japon. De quoi s'agit-il? Le Mikado, l'empereur, le jeune empereur Mutsuhito, qui va régner sur le Japon de 1867 jusqu'en 1912, va entreprendre une métamorphose complète de son pays. Que s'est-il passé? 12 ans plus tôt, la canonnière américaine du Commodore Perry a obligé le Japon à ouvrir ses ports, à s'ouvrir au commerce extérieur, au commerce des grandes puissances occidentales, et cela correspond à ce qui s'est passé en Chine quelques années plus tôt, à l'époque des guerres de l'opium. Et le Japon, lui, ne veut pas subir le sort de l'empire du milieu, le sort de l'empire chinois. Et donc Mutsuhito va engager toute une série de réformes structurelles en profondeur pour faire en l'espace d'une génération de son pays un pays moderne. Et on va voir le Japon passer en gros du Moyen-Âge à l'époque industrielle, encore une fois en l'espace de 2 décennies à peu près. Il va se doter d'une armée moderne, animée de l'esprit des anciens samouraïs. Il va se doter d'une industrie. Il va construire des ports et une flotte de commerce et une flotte de guerre moderne, se doter d'un code civil, développer l'instruction généralisée et obligatoire de la population. Il va ainsi se transformer de fond en comble, tout ça dans l'intention d'accéder à la puissance, tout ça au nom d'une volonté de puissance qui doit lui permettre de résister aux ambitions occidentales. Alors ce Japon, il va s'occidentaliser dans les moyens techniques, les moyens industriels, mais il va conserver dans le même temps sa mentalité traditionnelle, la fidélité à l'empereur, les valeurs patriotiques qui étaient depuis des siècles les siennes. Alors ce Japon, qui accède ainsi rapidement à la puissance, il va se tourner vers son environnement régional, alors que jusque-là l'archipel était resté tout à fait isolé à l'extrême-orient de l'Asie, et il va s'intéresser en priorité à la petite péninsule coréenne, qui se trouve à peine à 200 km de mer des côtes sud de l'archipel, car il voit bien que c'est de là que peut venir un éventuel danger en provenance de la Chine, en provenance éventuellement de la Russie, qui s'est installé à Vladivostok un peu plus au nord, Vladivostok dont le nom de domination de l'Orient est évidemment tout un problème. Mais le Japon, dans un premier temps, va retenir en quelque sorte ses ambitions du côté de la Corée, parce qu'il ne veut pas s'aliéner la puissance russe, qui déjà est présente, je le dis, à Vladivostok et en Mandchourie. Il ne veut pas
se fâcher non plus trop vite avec un empire chinois dont on ne mesure pas encore à quel point il est en état de complète décrépitude. Alors le Japon va se contenter d'imposer un traité commercial à la Corée en 1876, va s'accorder avec la Chine pour intervenir dans la péninsule en cas de trouble. Ce ne sont donc que des premières approches. Dans le même temps, au fil des années, la montée en puissance de la nouvelle armée japonaise se confirme. En 1890, elle pèse déjà 240 000 hommes, ce qui est évidemment considérable. Et en 1894, à l'issue de troubles qui éclatent en Corée, eh bien, les Japonais vont intervenir, vont faire pression sur le souverain coréen, mettre à sa place un régent qui est à leur botte, et cela va susciter la colère du voisin chinois qui va déclarer la guerre au Japon en juillet 1894. Cette guerre se termine sur une victoire écrasante du Japon qui s'empare de la péninsule du Liaotung, au nord-est de la Chine, avec le port qui va devenir le port de Port Arthur, selon le nom que lui donnent les Occidentaux. Ils vont s'avancer, même les Japonais, dans le sud de la Mandchourie, jusqu'à 70 km de Mukden, de quoi inquiéter les Russes. Ils vont en février 1895 débarquer dans la péninsule du Shandong, ou du Shantung, comme on disait à l'époque, au nord-est de la Chine. Ils sont présents à la fois dans le Liaotung et dans le Shantung, qui ferment en quelque sorte, qui commandent l'accès au golfe du Petchili, qui mène vers Tianjin et ensuite vers Pékin. Ils s'emparent des îles Pescador, ils s'emparent de Formose, aujourd'hui Taïwan, et tout cela va être confirmé par le traité sino-japonais de Shimonoseki en avril 1895. Donc victoire du Japon sur toute la ligne. Mais cela ne convient pas aux grandes puissances européennes. L'empereur d'Allemagne Guillaume II et le tsar ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vont réagir, appuyés par la France qui vient de s'allier avec la Russie entre 1891 et 1893. C'est ainsi qu'on adresse au Japon une note en mai 1995, un ultimatum en fait, pour l'obliger à renoncer aux conquêtes qu'il vient d'effectuer sur le continent asiatique. Et le Japon va devoir s'incliner, mais avec, on s'en doute, une solide volonté de revanche à la suite de ces événements. D'autant que les puissances européennes, qui ont pris comme prétexte la défense de l'intégrité du territoire de la Chine, vont s'empresser ensuite de venir se partager ce territoire. En 1997, l'Allemagne s'empare de Kiaocheu dans le Shantung, les Russes s'installent dans le Liaotung, où ils vont installer le port de Port Arthur, les Anglais à Weiwei dans le Shantung, les Français à Guangzhou dans le sud du pays. En fait, on voit se dégager déjà les sphères d'influence que se réservent les grandes puissances. Les Russes au nord vers la Mandchourie, les Anglais au centre à hauteur du bassin du Yangtze, les Français au sud. Et puis cette tendance, elle se confirme en 1900, il y a la fameuse insurrection des Boxers, le fameux siège délégation à Pékin, ce qui entraîne une expédition internationale pour venir mettre au pas cette Chine rebelle. Et là, le break of China, la mise en pièces de la Chine se poursuit au profit des grandes puissances. On voit ainsi les Russes relier Port Arthur aux transsibériens au nord et confirmer ainsi leurs ambitions dans cette région. Alors là, le Japon, évidemment, considère que tout cela va l'amener presque fatalement à un affrontement avec la Russie, et on n'est pas loin de penser la même chose du côté russe, où on est a priori très sûr de la supériorité des armées du tsar. Cela dit, en Russie, il y a des gens qui sont prudents, le ministre des Affaires étrangères, Lambsdorff, le comte de Witt, qui est l'un des personnalités les plus marquantes à l'époque du gouvernement russe, même le général en chef Kuropatkin, voilà des gens qui sont prudents, qui considèrent qu'il faut d'abord digérer la Mandchourie avant de se lancer dans des aventures du côté de la Corée contre les Japonais. Mais il y a à la cour de Russie un certain Bezobrasov, à beaucoup d'égards il nous rappelle certaines figures d'oligarques des dernières années, qui a des intérêts au nord de la Corée, qui a acheté des espaces forestiers considérables près de la frontière du Yalu, et lui, soutenu par le commandant russe à Port Arthur, l'amiral Alexeyev, il voudrait évidemment que l'on vit les choses autrement et que l'on aille vers la guerre
guerre avec le Japon. Alors le tsar est plutôt hostile aux Japonais qu'il considère comme des gens peu fréquentables, mais en même temps le tsar pense qu'une victoire qui apparaît acquise permettrait de calmer en Russie une agitation révolutionnaire récurrente. Seulement, les choses ne sont pas aussi simples. Les Japonais disposent maintenant d'une armée de 650 000 hommes. Les Russes ont déployé des forces en Extrême-Orient, mais pour les renforcer, il faut faire quand même 7000 km de transsibérien, qui a été ouvert peu de temps auparavant. Transsibérien qui est une voie ferrée à une seule voie, en plus. Sur le plan naval, dans les mers d'Extrême-Orient, les Japonais disposent de 50 unités, alors qu'il n'y en a que 28 pour les Russes. Donc on le voit, le rapport de force n'est pas évident pour les initiatives russes, d'autant qu'en 1902, à la grande surprise de tout le monde, le 30 janvier 1902, les Japonais vont conclure un traité d'alliance avec la Grande-Bretagne. Les Russes, qui sont dans leur fameux grand jeu eurasiatique avec la Russie, voient dans le Japon un allié tout à fait utile pour contenir la poussée de la puissance russe vers la mer libre. Dans ce cas précis, c'est vers le Pacifique Nord, évidemment. Il faut rappeler que Vladivostok est pris par les glaces pendant 3 mois par an. Et cette alliance nippo-anglaise, elle est tout à fait particulière. C'est-à-dire que d'après ce traité, qui vaut pour 5 ans, si le Japon entre en guerre avec une autre puissance, en l'occurrence la Russie, l'Angleterre restera neutre. Mais si une autre puissance, une tierce puissance s'en mêle, sous-entendu la France, qui est alliée de la Russie et qui est présente en Indochine, là les Anglais annoncent qu'ils entreront en guerre aux côtés du Japon. Alors évidemment, c'est une très très grosse surprise, tout ça, on comprend bien les intentions britanniques, mais en tout cas le Japon maintenant est beaucoup plus sûr de lui. Nous ne sommes plus à l'époque où l'ultimatum russo-germano-français avait obligé le Japon à revenir sur les succès obtenus lors de la guerre contre la Chine. Il se sent évidemment une liberté d'action beaucoup plus grande. Pourquoi les Anglais adoptent cette attitude? Il y a plein de raisons. Ils ont réalisé des placements importants au Japon, les Japonais ont emprunté beaucoup sur la place de Londres, 50% des firmes étrangères installées au Japon sont anglaises, les relations commerciales entre les deux pays représentent un tiers du commerce japonais. Alors toutes ces raisons s'additionnent pour expliquer la posture qui est celle de l'Angleterre. Alors les Russes vont se tourner vers leur allié français, mais Delcassé, qui est aux affaires étrangères, est en train de préparer par à coup ce qui va devenir l'entente cordiale prochainement. Donc les Français esquivent la question d'une éventuelle alliance avec leurs amis russes dans cette affaire extrême-orientale. Guillaume II, lui, reste aussi sur la réserve. Il ne veut pas se fâcher avec l'Angleterre. Il y a des liens familiaux, il faut le rappeler. Il est petit-fils de la reine Victoria. Donc le tsar se retrouve un petit peu isolé, ce qui le conduit à chercher un rapprochement avec la Chine, à parler d'une évacuation par la Russie de la Mandchourie. Mais le fameux Bezobrazov et le lobby qui l'entoure est toujours là et va pousser au contraire dans le sens de la guerre, en faisant valoir qu'un protectorat officiel russe sur la Mandchourie est désormais nécessaire. Alors il y a des tractations russo-japonaises qui s'engagent sans succès, et le 13 janvier 1904, les Japonais envoient tout simplement un ultimatum à la Russie. Ils exigent l'évacuation de la Mandchourie dans les 15 jours. Comme ils ne reçoivent pas de réponse, la rupture des relations diplomatiques intervient le 5 février 1904, et comme le Japon veut faire vite, profiter du fait que la flotte de Vladivostok est bloquée par les glaces, il va précipiter les choses, et la flotte japonaise de l'amiral Togo va venir attaquer Port-Arthur dans la nuit du 8 au 9 février 1904. C'est le début des hostilités. Il va venir attaquer Port-Arthur sans déclaration de guerre, ce qui va évidemment scandaliser beaucoup à l'époque. Le tsar réagit, il envoie sur place l'un de ses meilleurs amiraux, l'amiral Makarov. Pas de chance, le 13 avril, le cuirassé amiral, le Petropavlovsk, qui patrouillait au large de Port-Arthur, saute sur une mine, et l'amiral Makarov disparaît dans ces circonstances. Il va être remplacé
remplacé par l'amiral Vitebsk, qui est vraiment pas du tout un chef de très grande qualité, et qui va laisser bloquer l'accès à Port-Arthur. L'amiral Togo va organiser ce qu'on appelle l'embouteillage de Port-Arthur en coulant des vieux navires dans la passe permettant l'accès à la rade, au port. Dans le même temps, les troupes japonaises vont débarquer en Corée, vont débarquer dans le Liaotun. Il y a des opérations de débarquement de grande ampleur qui sont un petit peu une nouveauté à l'époque. Et le résultat, les Russes en Corée vont être repoussés au nord du Yalu, qui marque la frontière avec la Mandchourie. L'armée débarquée en Corée va faire sa jonction avec celle débarquée au Liaotun, pendant qu'une troisième armée japonaise va engager le siège de Port-Arthur à partir de la terre. Bon, voilà la situation donc au printemps de 1904. Alors on annonce en Russie qu'on va envoyer une escadre puissante depuis la mer Baltique, depuis l'Europe. Vous voyez, le parcours évidemment s'annonce très long pour intervenir donc en Asie orientale. Cette force qui va être baptisée la deuxième escadre du Pacifique, qui va devoir assurer un parcours de près de 35 000 km avant d'être engagée. Pendant ce temps-là, du côté japonais, il y a quelques mauvais jours, notamment le 14 mai, où vous avez plusieurs navires japonais qui vont sauter sur des mines. Ils vont perdre ainsi 2 gros cuirassés. Mais alors que l'amiral russe qui est à Port-Arthur pourrait en profiter pour prendre l'initiative, il ne fait rien. Il renonce à forcer le blocus. Alors finalement, le tsar lui donne l'ordre de quitter Port-Arthur, de rejoindre Vladivostok. On est maintenant au mois d'août. Il va sortir avec 6 cuirassés, 3 croiseurs. Ça va très mal se passer. Le 10 août 1904, le navire amiral est coulé avec l'amiral. Le nouveau commandant qui prend la suite voit son navire couler. Il est tué également. Et donc ce qui reste va se replier sur Port-Arthur. C'est un échec majeur pour les Russes et on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, déjà, les carottes sont cuites. Il y aura la défaite de Tsushima quelques mois plus tard, mais à la limite, elle est plus spectaculaire, mais ce n'est qu'un épiphénomène, c'est marginal. Là, dès le 10 août 1904, les choses sont pratiquement bouclées. La bataille pour Port-Arthur se poursuit, les Russes résistent farouchement, mais le 27 novembre, les troupes japonaises vont réussir à s'emparer des hauteurs qui commandent la rade, déployer leur artillerie et placer sous un feu extrêmement intense, et bien les Russes n'ont d'autre solution que de capituler le 2 janvier 1905. Les Japonais ont perdu 82 000 hommes dans cette affaire, les Russes 32 000, mais Port-Arthur est tombé aux mains des Japonais. À partir de ce moment, les Russes vont déployer leur offensive en Mandchourie, récupérer toutes leurs forces terrestres pour s'attaquer à Mukden, où se sont déployées les forces russes. On va avoir une bataille générale du 19 février au 10 mars 1905, une bataille géante avec plusieurs centaines de milliers de combattants de part et d'autre. Les Russes vont être contraints de se replier. Le 10 mars, les Japonais entrent à Mukden. Les Russes se replient encore, échappent au désastre, mais les Japonais sont hors de possibilité d'engager la poursuite. Leurs troupes sont épuisées, la distance pose aussi maintenant des problèmes, l'étirement des communications. Donc cette victoire de Mukden est une victoire japonaise sans aucun doute, mais ce n'est pas une victoire totale. Les Russes ont perdu 100 000 hommes tués ou blessés, 50 000 prisonniers, mais il y en a 200 000 qui ont réussi à se replier quand même en bon ordre en direction de Harbin. La victoire japonaise est donc évidente, sur mer comme sur terre. Il y a encore un acte qu'il convient de jouer dans cette tragédie. Il y a la fameuse flotte qui est partie de la Baltique pour rejoindre la mer Jaune. Alors, je l'ai dit, 35 000 km de parcours, la flotte est partie en octobre 1904, 15 octobre, c'est bien tard. Elle va mettre 7 mois et demi pour arriver sur place. Elle se sépare à hauteur de Gibraltar, une partie passe par Suez, une autre partie contourne le cap de Bonne-Espérance. On se retrouve à Madagascar, à Nosy Be, puis en Annam, dans l'Indochine française, avant de s'avancer vers le nord-est. L'amiral Rodzewski, qui la commande, va chercher à rallier Vladivostok,
américain en empruntant le détroit de Corée qui sépare le Japon de la Corée. Et là, le 27 mai 1905, à hauteur des îles Tsushima, eh bien, la flotte japonaise va cerner la flotte russe. Le navire amiral, le Suvarov, va être coulé en premier. Et ensuite, les Japonais vont faire un véritable carnage. 26 unités russes vont être coulées, 6 seront prises, 6 vont pouvoir se réfugier dans les ports neutres. Et en tout et pour tout, 3 contre-torpilleurs, en tout et pour tout, vont réussir à gagner Vladivostok. Alors on le voit, les choses tournent vraiment très mal pour les Russes. À ce moment-là, le président américain Theodore Roosevelt, qui se méfie beaucoup du Japon, va proposer sa médiation. Ça va déboucher sur un congrès réuni à Portsmouth, dans le New Hampshire. Et là, le Japon va voir sanctionner son succès, pas dans les proportions qu'il espérait quand même. Hein. Il ne s'empare que de la moitié de l'île de Sakhalin, par exemple. Le Liaotung et Port Arthur lui sont reconnus et sa mainmise sur la Corée est également reconnue. Cette guerre russo-japonaise, elle a une signification forte. Première victoire d'un pays asiatique face au monde occidental, au monde blanc, on va dire à l'époque une victoire des jaunes, une première victoire des jaunes face aux blancs qui ont réalisé l'expansion coloniale et impériale que l'on sait. Un régime tsariste très affaibli au moment où il affronte la crise révolutionnaire de 1905, mais derrière tout cela aussi se profile la rivalité entre les États-Unis et le Japon. Et en 1911, nous avons un auteur français, le capitaine d'Henry, c'est un pseudonyme, c'est le colonel Drian qui mourra en 1916 au Bois des Corps à Verdun. Le capitaine d'Henry écrit L'aviateur du Pacifique, dans lequel il imagine un conflit qui se déroule, tenez-vous bien, à hauteur de l'île de Midway, voilà, entre Japonais et Américains. Prémonitoire. Voilà. Eh bien, c'était passionnant. Merci Philippe. Restez avec nous, on revient tout de suite. Je vais vous raconter l'histoire du lion de Belfort, la statue la plus grande de France et peut-être la plus connue. Peut-être. Je ne vois pas quel autre pourrait rivaliser avec ce lion si majestueux situé à Belfort. Alors, tout d'abord, c'est la création d'Auguste Bartholdi. Bartholdi, c'est un sculpteur totalement français et totalement alsacien qui a un nom qui semble à consonance italienne, mais en fait c'est un ancêtre au XVIIIe siècle qui a ajouté un Y, qui au fil des années est devenu un I. Mais il est totalement alsacien, né à Colmar en 1834, dans une famille unie, 3 petits frères qui sont morts très vite. Il a un frère aîné, Charles, et puis le papa meurt quand il a 2 ans. Alors, la maman, Charlotte, c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu. C'est le type même de la maman abusive, qui veut pour ses fils la meilleure éducation possible, jusque-là rien à dire, et qui donc, une fois veuve, s'installe à Paris pour qu'il fasse de bonnes études à Louis le Grand. Et elle va surveiller de très près tout ce qui se passe dans les études. Or, ni l'un ni l'autre ne sont doués pour les études. Charles a déjà des problèmes de caractère très, très lourds et il finira malheureusement totalement fou et interné. Quant au petit Auguste, eh bien, il n'écoute pas en classe et il passe ses journées à griffonner dans ses cahiers. Vous savez, ça rappelle un peu la pub de Guy Degraine. C'est pas comme ça que vous arriverez à quelque chose, Guy Degraine. Ben voilà, ça c'est Bartholdi. C'était le cas de Claude Monet aussi quand il était à l'école. Il est doué en dessin, mais les études ne l'intéressent pas vraiment. Alors il va, après, il arrive quand même au bac, péniblement. Il sera dans l'atelier d'Ary Scheffer et puis du sculpteur Etex, et il va voyager en Égypte et puis même jusqu'en Arabie, l'Arabie heureuse, et ça sera important pour le lion de Belfort parce qu'il aura vu des sculptures monumentales et ça va rester dans son imaginaire. Pendant la guerre de 70, il sera l'aide de camp de Garibaldi. Et c'est donc tout naturellement qu'on va lui demander, à partir de décembre 1871, de créer ce monument
monumental pour rendre hommage à la défense de Belfort. Alors, il ne s'agit pas d'une victoire. On sait bien que malheureusement le colonel d'Enfer Rochereau n'a pas pu sauver Belfort, mais ça n'est pas une défaite non plus, puisque vous savez que le territoire de Belfort, grâce à cette défense absolument extraordinaire, plus de 100 jours contre un ennemi infiniment plus nombreux, plus armés, Belfort va rester territoire français, et c'est encore toujours le territoire de Belfort, et les Belfortins en sont très très fiers. Alors, entre-temps, il s'est marié, à propos Bartholdi, et c'est juste un mot sur sa femme, c'est très curieux. Il se marie avec une femme qui ment sur son âge et qui a genre 11 ou 12 ans de plus que lui. La maman a beaucoup de mal à accepter ça. Et ce qu'il dit de sa femme dans les lettres, c'est très curieux. Il dit pas qu'elle est belle, d'ailleurs elle est moche. Il dit pas qu'elle est intelligente non plus. Il dit elle n'est pas brillante, mais elle a un caractère, elle a un cœur d'or et un caractère résigné. On a tout compris. Bon voilà, ça c'est Madame Bartholdi qui sera la veuve Bartholdi. De quoi faire frémir nos féministes d'aujourd'hui. Un peu. Donc évidemment, ils n'auront pas d'enfants parce qu'elle sera beaucoup plus vieille que lui. Elle se marie, elle a déjà plus de 47 ans. Enfin bon, revenons au Lion. Il a tout de suite l'idée d'un monument monumental, c'est le cas de le dire, et de rompre un peu avec le genre de monument pompeux où on voit un colonel, par exemple le colonel d'Enfer, appuyé sur la France, etc. Non, il a tout de suite l'idée d'un lion. Alors pourquoi un lion? Eh bien, déjà parce qu'il a dans ses cartons des dessins de lions. Il avait participé à un concours pour faire un monument sur la défense de Paris en 1814, et déjà il avait dessiné un lion, donc il avait déjà une base de dessin, et puis il avait vu le Sphinx à Gizeh, le Sphinx 74 mètres de long sur 20 mètres de haut, donc il aimait le côté monumental, et puis il avait aussi en tête le lion de Lucerne, qui est une très belle sculpture de lion creusée dans une paroi rocheuse en Suisse, et qui rend hommage là aussi aux Suisses tombés en 1814, je crois. Alors, il va pendant 5 ans faire des études, il va beaucoup se rendre au Jardin des Plantes, il va même aller dans un cirque, il va rentrer dans la cage d'un lion pour le voir de plus près, le dompteur à côté quand même. Alors sa maman, qui est toujours une maman inquiète, lui dit surtout fais attention les lions, c'est quand même très dangereux, etc. Et son idée, c'est que c'est un lion qu'on peut supposer blessé, ou au moins, comme il l'écrira, acculé, harcelé, mais encore terrible et prêt à se défendre. Et il a imaginé de mettre le lion face à l'Allemagne. Mais Bismarck va râler, parce qu'il voulait bien que le territoire de Belfort reste français, mais un lion qui menace l'Allemagne, non. Même un lion en pierre. Donc le lion va regarder vers l'ouest, mais Bartholdi va mettre une flèche tournée vers l'Allemagne, vers l'est. La pierre utilisée sera du grès rose des Vosges. Au début, ça devait être en calcaire blanc. Et d'emblée, Bartholdi refuse d'installer le monument là où il était prévu, c'est-à-dire à l'endroit du cimetière des Mobiles, à Belfort, et il dit il y a un seul endroit où il dominera la ville, c'est sur la falaise en contrebas de la citadelle de Belfort. Citadelle Vauban, remaniée par le général Haxo un peu plus tard, mais c'est cet endroit effectivement qui s'impose. Il y a un énorme travail de préparation de la terrasse où on va installer le lion. Et Bartholdi va avoir beaucoup de mal en fait à faire cette sculpture monumentale. Le lion fait 22 mètres de long sur 11 mètres de haut. Il sera difficile à monter. Il faut faire beaucoup de caillassage en dessous du lion pour que tout ça se tienne. Donc il y aura en gros 8 ans de travaux à partir de la commande. Bartholdi ne se fera pas payer, il y aura une souscription pour payer pour ce projet monumental. La souscription va avoir un énorme succès. Ils récupéreront plus de 100 000 francs or, ce qui est plus que ce qu'il fallait. Donc il va rester de l'argent. Et là, les choses se gâtent parce que Bartholdi pensait utiliser cet argent pour
finir les abords, faire un bas-relief en contrebas. Et là, la ville de Belfort prévoit un deuxième monument, dit l'Alsacienne. Là encore, Bartholdi se met sur les rangs, mais c'est pas lui qui gagne, donc déjà il n'est pas content. Et surtout, on va prendre le reliquat de l'argent du lion pour l'Alsacienne. Alors l'Alsacienne, c'est une Alsacienne qui d'un bras soutient un combattant blessé et de l'autre tient un fusil qu'elle dirige vers l'Allemagne. Voilà, monument hautement oubliable. Mais l'argent va donc aller à l'Alsacienne et il n'y aura pas d'inauguration du Lion de Belfort, ce qui paraît absolument incroyable. Bartholdi est absolument furieux et il va faire à ses frais une inauguration tout seul, sans prévenir personne, en août 1880, en illuminant la nuit de feu de Bengale son lion magnifique. Mais personne n'est au courant, donc à part quelques Belfortins qui ont levé la tête à ce moment-là, personne ne l'a vu. Donc il y a un gros contentieux, il va faire un procès à la ville de Belfort, il va le perdre. Bon, ça n'empêchera pas Belfort de revenir vers lui un peu plus tard, après 1900, pour faire encore un monument, le monument des Trois Sièges, qui lui est au plein cœur de Belfort. Il va accepter la commande du bout des lèvres, parce qu'il est quand même très fâché contre Belfort. Le monument des Trois Sièges, il va mourir avant de l'avoir fini, donc ce seront ces aides qui vont faire le monument, qui vont le réaliser. Lui n'a fait que les dessins préparatoires. Alors on va l'appeler le monument des Trois Menteurs. Les Belfortins l'appellent comme ça parce il rend hommage au commandant Legrand, au général Lecourbe et au colonel d'Enfer. Et les Belfortins disent Legrand est tout petit, Lecourbe se tient très droit et d'Enfer est en cuivre. Donc le monument des Trois Menteurs. Quant à Belfort et son lion, le lion est absolument indissociable de Belfort. Il a eu un succès fou. Il est représenté sur des assiettes, des souvenirs, absolument partout. Il y aura des caricatures. En 1937, il y a une caricature très amusante où on voit le lion qui s'adresse à Adolf Hitler en disant « Fais pas tant de bruit, Adolphe ». Et puis, sinon, pendant la guerre de 14, il y a un poème que je vous lis, s'adressant au lion: « Hausse ton courroux jusqu'à la sainte haine, et au nom de la France, et ce peuple en démence, et pour l'anéantir. » Eh bien, le lion, il monte toujours la garde à Belfort, et il est magnifique. Bravo Bartholdi. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Yves Morel qui vient de publier avec un complice, Godefroy de Villefollet, un petit essai au titre provocateur, c'est le mot qui convient, « En finir avec l'école républicaine ». Alors voilà un programme évidemment tout à fait surprenant, car dans le débat actuel ô combien justifié sur le naufrage de notre système scolaire, eh bien la réaction souvent c'est une certaine nostalgie vis-à-vis de l'école républicaine telle qu'elle a fonctionné en gros des années 1880 aux années 1980 et avant d'être ensuite complètement abîmée, démolie par tout le 68ardisme dans ces diverses manifestations. Mais il est certain que pour nos contemporains, quand ils pensent à la crise de l'école, eh bien ils sont tous nostalgiques de l'école primaire qu'ils ont connue, pour les plus âgés en tout cas maintenant, et du niveau de connaissance, de savoir auquel on amenait à l'époque les jeunes générations à l'issue de l'enseignement primaire supérieur, ou alors même à l'issue des études du lycée. Donc c'est un titre effectivement un petit peu surprenant par rapport à la perception que l'on a généralement aujourd'hui de cette question
question scolaire. Alors, Yves Morel, est-ce que vous pouvez justifier ce titre, en finir avec l'école républicaine? Oui, ce que je voulais bien faire comprendre, c'est que, en fait, le débat école républicaine, école pédagogiste, c'est un débat complètement faussé, complètement pipé. En fait, il n'y a pas opposition entre deux types d'écoles radicalement différentes, mais il y a plutôt continuité de l'une à l'autre, en ce sens que l'école républicaine est précisément la source, la cause directe de l'école pédagogiste et de son échec. Par conséquent, Mérieux, continuateur de Jules Ferry. Si l'on veut provoquer un peu. Mérieux est le fils légitime de Jules Ferry. Il est la progéniture de Jules Ferry. Il est son fils légitime, son fils spirituel. Personnellement, je l'ai très bien connu, Mérieux. J'ai été son élève. Et je peux vous dire qu'il vouait une admiration extrêmement profonde à Jules Ferry et à l'école républicaine, qu'il entendait prolonger jusqu'à ses conséquences ultimes, comme d'ailleurs tous les adeptes des méthodes pédagogiques nouvelles. Ces gens-là ne sont pas anti-républicains, ils ne s'inscrivent pas en faux contre l'école républicaine. Au contraire, ils entendent lui faire tenir ses promesses d'égalité. Et il ne faut pas s'étonner que l'école républicaine ait accouché graduellement de l'école pédagogiste, puisque, après tout, elle repose sur une promesse d'égalité sociale, morale et intellectuelle par l'école. Alors, à partir de là, l'école instituée par Jules Ferry et l'université napoléonienne ne peuvent être que des paliers destinés à être dépassés et destinés un jour à être réformés dans une perspective égalitaire. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que je tenais à démontrer dans ce livre que cette nostalgie de l'école républicaine porte complètement à faux. L'école républicaine n'est pas opposée, l'école républicaine n'est pas le remède à l'école pédagogiste, puisqu'elle en est la cause, de toute façon. Elle en est la cause directe. Elle en est la génitrice. C'est-à-dire que les succès qu'elle a pu remporter à une époque, dans l'acculturation des populations, etc., c'était finalement un hasard un peu accidentel, mais elle portait en elle-même donc les développements que nous connaissons à terme aujourd'hui, du fait des présupposés idéologiques qui la fondent. Tout à fait. Et puis, de toute façon, cette école républicaine, soit dit en passant, comportait pas mal d'hypocrisie, parce que nous avions en fait un système dual composé d'une école primaire, d'une école communale du peuple et de l'université. L'université, à l'époque, incluait les lycées et les facultés, une université de l'élite. La coupure entre les deux était totale. Les enfants du peuple effectuaient leurs études primaires à l'école communale. Ils ne dépassaient pour la plupart jamais ce stade, alors que les enfants des milieux aisés effectuaient toutes leurs études, y compris leurs études élémentaires, dans les lycées. Il y avait les petites classes des lycées, ce qu'on appelait le petit lycée, de la 11e à la 7e inclus, qui existait justement pour éviter l'amalgame avec les enfants du peuple. Donc il y a quand même une singulière hypocrisie de ce côté-là. Et justement, ce système dual explique justement les revendications permanentes des Français en matière d'école. Les gens, les citoyens et les partisans, disons les progressistes, les gens de gauche, etc., se sont dit qu'il fallait mettre fin à cette dualité et il fallait permettre aux enfants du peuple d'accéder eux aussi aux études secondaires et aux études supérieures. Et d'autant plus que la particularité de notre République, de notre démocratie, c'est d'être fondée entièrement sur l'école. Notre République a fait de l'école la clé de voûte de tout son édifice. Tout doit passer par l'école. L'école est pour les Français la seule voie d'accomplissement du citoyen en ce monde, sa seule chance de salut. Alors, à partir... Encore mieux, on a fait de l'école, justement, le vecteur de la dignité de l'homme. C'est-à-dire que, depuis Condorcet, on estime que la dignité de l'homme et son émancipation en tant que citoyen reposent sur l'acquisition du savoir.
Alors, on identifie la dignité à l'intelligence, l'intelligence au savoir, le savoir aux connaissances académiques, au savoir académique, et le savoir académique au diplôme. Alors, on a une sorte de spirale infernale, une sorte d'équation infernale, dignité égale intelligence égale savoir, égale savoir académique, égale titres universitaires, qui oblige finalement les Français à vouloir réussir leur scolarité, d'abord en raison des chances de promotion sociale que cela comporte, mais aussi parce qu'ils y voient justement la condition même de leur dignité. Les Français, aujourd'hui, sont intimement persuadés que quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études a une dignité d'homme moindre que celui qui en a fait beaucoup. Et cela, ça explique justement, ça attise en permanence cette revendication scolaire, et tout cela explique que en France, l'école a toujours siégé au cœur du débat politique et idéologique, et que ce soit un débat qui soit complètement vicié par les passions et les intérêts de classe et les intérêts catégoriels. Alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, dans votre réflexion, c'est que vous allez chercher assez loin en amont les racines de toute cette évolution. Hein. Vous évoquez, par exemple, le projet d'éducation nationale de la Chalotais. Oui. Vous avez nommé à l'instant Condorcet. Vous parlez de la fondation de l'université napoléonienne. Que se passe-t-il donc dans cette période qui correspond en gros à la période des Lumières, c'est-à-dire seconde moitié du XVIIIe siècle et tout début du XIXe siècle? Oui, alors ce qui s'est passé, alors d'abord, sous l'Ancien Régime, à la fin de l'Ancien Régime, il y a eu effectivement un projet d'éducation nationale de la Chalotais. C'est d'ailleurs la Chalotais. Oui. Qui était le personnage pour nos téléspectateurs? La Chalotais était le procureur général du Parlement de Bretagne. De Rennes, c'est ça, oui. Oui, oui. Il y a eu quelques, difficultés d'ailleurs à un moment donné avec le pouvoir royal. Il était en but au pouvoir royal et en particulier avec le duc d'Aiguillon. C'est ça, qui était le gouverneur de Bretagne. On est en quelle année là on est dans les années 1760, vers la fin du règne de Louis XV. Même vers les années 1770, même, puisque le duc d'Aiguillon est rentré en fonction en 1770. Oui, à l'époque de la réforme Maupoux. Oui, à l'époque de la réforme Maupoux, effectivement. Et c'est la Chalotais qui a créé le vocable d'éducation nationale. Oui, c'est la Chalotais qui a créé ce vocable éducation nationale. Évidemment, à l'époque, alors son plan visait à remplacer les maîtres jésuites qui avaient été expulsés en 1764. Oui, 1762-1764, il y a eu une période de flottement, et à les remplacer par des maîtres laïcs. Donc on aurait eu un enseignement dispensé non plus par des ecclésiastiques, mais par des laïcs. Mais attention, il n'était pas question à l'époque de créer un enseignement laïque. Il y aurait eu une instruction religieuse tout de même, une morale religieuse, mais un enseignement dispensé par des maîtres laïcs. Bon, mais il y avait pourtant d'autres congrégations qui étaient spécialisées dans les oratoriens, et qui n'avaient pas été frappés par la mesure d'expulsion qui s'était abattue sur les jésuites, donc on aurait pu s'appuyer sur eux. Oui, mais on est en plein siècle des Lumières, et il y a déjà une aspiration à laïciser, à la laïcisation des institutions. Mais de toute façon, le projet n'a pas abouti parce qu'il s'est opposé, il s'est heurté à l'opposition du parti dévot. Oui. Et le parti dévot, le parti catholique, a fait capoter ce projet. Ce qui fait qu'il ne s'est rien fait à la fin du règne de Louis XV. Louis XVI, qui était très catholique, lui beaucoup plus que Louis XV, a laissé ce projet enterré. Et puis il a eu d'autres chats à fouetter, pauvre Louis XVI. Et la Révolution a accouché d'autres projets. Alors, il y a eu des projets successifs, le projet Condorcet, le projet Le Pelletier, le projet Bouquier, le projet Lacanal, la loi d'Aunoux, avec la création des écoles centrales. Et on arrive sous le directoire, les écoles centrales. Oui, sous le directoire. Et on arrive à 1802. Lorsque Napoléon crée les lycées. Il a créé les
lycées. Et en 1806, il a créé l'Université de France qui incluait les lycées et qui incluait aussi les facultés qui avaient été réouvertes. Les facultés avaient été fermées en 1793 par la Convention, mais il faut dire qu'elles étaient en pleine décrépitude. Napoléon les a rouvertes en 1793 et en 1806, la loi de 1806 a créé l'Université de France, qui incluait donc les lycées et les facultés. Il faut dire qu'à cette époque, les facultés d'une même ville ne constituaient pas une université. Il y avait l'Université de France qui regroupait toutes les facultés des villes. C'est seulement en 1896 que les facultés d'une même ville ont été regroupées en universités régionales, si on peut dire. Alors, Napoléon a donc créé ceci pour la formation de l'élite. Ce qui intéressait Napoléon, c'était la formation de l'élite, en particulier l'élite administrative et politique. Il ne se souciait pas de l'élite économique, mais les serviteurs de l'État, ça le motivait, et c'est dans ce but qu'il a créé les lycées et l'université, en mettant l'accent, en mettant vraiment le curseur sur l'enseignement du latin et l'enseignement des mathématiques, parce que c'est cela, la gymnastique intellectuelle de ces deux matières, liée à ces deux matières, qui permettait d'aiguiser les esprits, l'agilité d'esprit des grands serviteurs de l'État. Alors Napoléon a donc créé ceci pour la formation de l'élite. Il s'est totalement désintéressé de la formation de l'éducation du peuple. Pour lui, ça n'avait pas d'importance. C'était les curés de paroisse qui continuaient. Oui, alors il l'a redonné, il l'a restitué. Oui. Il l'a restitué aux frères des écoles chrétiennes, qui s'en occupaient d'ailleurs très bien, mais il estimait que ce n'était pas la peine de gaspiller les deniers de l'État pour instruire pour apprendre à lire aux petits campagnards. Et plus tard, il y a eu des projets sous la Restauration qui s'est occupé de l'enseignement primaire. Et à la fin de la Restauration, en 1830, un ministre ultra de Charles X, qui était le vicomte de Guernon-Ranville, a préparé toute une loi instituant une école primaire d'État avec des maîtres laïcs et non plus ecclésiastiques. Ça peut surprendre, pour un ultra-royaliste, ça peut surprendre ça. Et Guizot, alors évidemment Charles X a été renversé très peu de temps après, en 1830, avant que cette loi ait été adoptée, et Guizot, par la loi du 28 juin 1833, s'est ressaisi de ce projet, parce qu'on dit la loi Guizot, on devrait dire la loi Guernon-Ranville en fait. Il s'est ressaisi de ce projet, il en a fait sa loi à lui, et il a créé un enseignement primaire d'État, mais alors soigneusement distingué de l'université de l'élite. Et alors, à ce moment-là, moi c'est ce que je dis dans mon livre, la fusée maudite éducation nationale était en route avec ces deux étages, ces deux étages fatals, une école primaire réservée au peuple et une université de l'élite. Alors étonnez-vous après ça que dans un État quand même libéral, dans un État qui vivait désormais sur les conquêtes de la Révolution et sur les promesses de la Révolution, étonnez-vous après ça qu'on se mette à revendiquer, que les gens du peuple et ceux qui prétendaient les défendre se mettent à revendiquer un enseignement d'élite pour tous finalement. C'était fatal, c'était fatal. Alors cet enseignement d'élite pour tous, ça va être quand même le projet de nos républicains après 1870. Ça va être le projet de Jules Ferry. Jules Ferry n'a fait que perfectionner l'école guizotine, l'école de Guizot. Il l'a rendue gratuite, laïque et obligatoire, mais il a lui aussi maintenu soigneusement la frontière entre école du peuple et école université de l'élite. D'ailleurs, Ferry était personnellement très conservateur. Mais cela dit, voyez-vous, les choses sont toujours en histoire beaucoup plus complexes qu'on ne pourrait l'imaginer. Bien sûr. Et il y a des oppositions et des croisements subtils. Ferry était très conservateur de ce point de vue-là, mais tout de même, comme vous disiez, il y avait quand même, par idéalisme républicain,
une certaine aspiration, une vague aspiration à créer un enseignement pour tous finalement. Et ce qu'il faut savoir, et alors là, Mérieux a eu beau jeu de rappeler cela, c'est que Ferry a donné des directives pour promouvoir à l'école primaire un enseignement non plus impositif et magistral, comme celui des hussards, des instituteurs hussards de la République, mais un enseignement fondé sur le travail personnel des élèves, le travail en groupe, et fondé sur l'étude de documents. Et il a recommandé des choses que n'auraient pas désavoué les pédagogistes, au contraire, et qui annoncent même d'une certaine façon les pédagogistes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, à ce moment-là, Ferry n'était plus ministre de l'Éducation nationale, mais en 1890, l'inspection générale de l'enseignement, de l'Éducation nationale, a préconisé pour l'enseignement secondaire dans les lycées non plus le cours ex-cathédra des professeurs, mais là aussi des travaux en groupe et des travaux personnels d'élèves. Alors vous voyez que le pédagogisme trouve ses racines à des racines anciennes. Oui, très anciennes. Alors, quand même, sur le plan des résultats, il faut quand même accorder à cette école républicaine un certain nombre de succès, parce qu'elle a permis quand même l'ascension sociale d'enfants du peuple sur la base de ce qu'on appelle la méritocratie républicaine ou l'élitisme républicain, qui a quand même été une réalité. Dans les années 1960-70, il y avait un tiers des élèves des grandes écoles qui étaient d'origine modeste. Aujourd'hui, tout ça a disparu, a volé en éclats. Il s'est quand même passé quelque chose là qui, du point de vue de la société, peut apparaître comme un résultat positif. Cet élitisme républicain, il est très relatif sous la Troisième République. Sous la Troisième, oui, sous la Troisième. Sous la Troisième, certainement, oui. Les bons élèves de l'école primaire soit intégraient les écoles normales pour devenir instituteurs à leur tour, soit intégraient les EPCI, les écoles professionnelles du commerce et de l'industrie, ou les écoles nationales professionnelles. Mais la plupart n'accédaient pas au lycée. À l'enseignement secondaire au lycée. Mais en tout cas, les enfants de base... Le jeune Marcel Pagnol de La gloire de mon père, c'est une exception vraiment tout à fait particulière. Pour y accéder, il fallait vraiment être d'abord avoir une moyenne exceptionnelle, et puis ensuite être remarqué et défendu par son instituteur. Oui, on cite souvent le cas d'Albert Camus, enfant pauvre, élève de l'école primaire, mais très brillant élève de l'école primaire, remarqué par son instituteur, le fameux monsieur Germain, et ainsi pouvant accéder grâce à une bourse. Oui, mais Camus avait la chance d'avoir un esprit calibré pour l'université aussi. Mais imaginons un Camus qui, tout en étant d'une intelligence supérieure, et avide de culture et de connaissances, d'une imagination brillante, n'aurait quand même pas pu s'adapter à la discipline intellectuelle et morale ou au climat de l'école primaire. À ce moment-là, il y aurait moins réussi, il n'aurait pas été remarqué par son instituteur, et on avait une intelligence brillante en déperdition. Il faut voir que l'école primaire l'école ne facilitait que la promotion de ceux qui lui étaient adéquats, qui lui correspondaient parfaitement. Enfin, quand même, les enfants avaient plus d'orthographe que maintenant et connaissaient le calcul. Il y avait quand même des résultats. Il y avait quand même même avant 14. Qui étaient quand même bien supérieurs à ce qu'on obtient aujourd'hui. Il suffit de voir l'orthographe des élèves du bac ou même de l'université. Oui, mais il y a eu des tests qui ont été faits il y a quelques années qui relativisent pas mal ça, qui montrent que oui, il y a peut-être plus de fautes,
mais bon... Ah oui, je vous assure que oui. Plus de fautes, mais moins de fautes graves. Enfin bon, il paraît que c'est constaté une régression, incroyable, évidente quand même sur le terrain. Hein. Même au niveau du vocabulaire. Ce qui va dans le sens de votre propos, c'est que le certificat d'études que l'on présente comme justement la référence pour l'opposer à la situation actuelle, il y avait seulement la moitié des enfants. Il y avait seulement la moitié des enfants qui l'obtenaient. Mais enfin, c'est pas comme le bac maintenant. Voilà. Non, mais ce qu'il faut comprendre, bon, tout ça c'est secondaire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on en est là, c'est justement à cause de cette école primaire. Si l'école primaire s'est dégradée, c'était fatal. C'est justement parce que on devait aller dans le sens de l'égalitarisme. On devait progressivement instituer un examen, une école adaptée à tous. Au départ, il y avait la question pécuniaire. L'enseignement secondaire était payant. Bon, on a institué la gratuité. Mais une fois qu'on institue la gratuité, bon, c'est pas le tout, mais il se trouve que les enfants du peuple, ils sont pas habitués à l'enseignement secondaire. Ils n'ont pas l'héritage intellectuel et moral de leur famille qui leur permettrait de suivre avec succès les études secondaires et supérieures traditionnelles. Donc, il faut adapter cet enseignement. Pour l'adapter, il faut modifier les méthodes pédagogiques, les méthodes de travail. Bon, après, il y a la question des examens. Bon, alors, les examens, on sait ce que c'est. On sait, par exemple, qu'un professeur qui a un paquet de copies à corriger reconstituera inévitablement une courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'il y aura quelques très bons devoirs, un gros paquet de moyens avec toutes les nuances possibles, et puis un petit paquet de mauvais. Et ça c'est le fait des professeurs de toute discipline et des jurys de tout type d'examen. Alors, il faut modifier pour... il y a les effets il y a les défauts de stimologie, par exemple. L'effet de halo, l'effet de stéréotypie. Ce fait de stéréotypie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a devant soi un mauvais élève ou une mauvaise classe, on majeure systématiquement les défauts et on minore les qualités. Ou si on a une bonne classe, on majorera les qualités, on minorera les défauts. Effet de halo, ça signifie que on tient compte, même sans le vouloir, des renseignements bons ou mauvais qu'on aura sur un élève ou sur sa famille, et ça influera sur... Alors, vous voyez, tout ça... alors, à partir du moment où on se rend compte de ça, il faut tout mettre en œuvre pour que ça soit autrement. Alors, de proche en proche, on arrive à instituer un enseignement personnalisé et à la carte qui explique finalement le marasme actuel. Alors, merci pour ce diagnostic extrêmement acéré de la situation actuelle. C'était assez pessimiste. Il y a deux choses que j'aime dire, c'est que Mérieux est le fils spirituel de Jules Ferry. Oui, ça, c'est ce qu'on retiendra. L'école pédagogiste est la fille à la fois biologique et légitime de l'école républicaine, et que dans l'école actuelle, c'est pas le ver pédagogiste qui est dans le fruit, c'est le fruit lui-même qui est vénéneux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est bien noté. Merci beaucoup Yves Morel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, En finir avec l'école républicaine, aux éditions Dominique Martin-Morin. Merci chers amis et à la prochaine fois.